En fait, Ordivar, on est le plus grand détaillant, je dirais en Amérique francophone, de matériel informatique remis à neuf. Donc notre spécialité, c'est de prendre des produits qui sont en retour de location. Donc les grandes corporations, ils achètent plus leur matériel informatique. Maintenant, les gens louent leur matériel informatique et quand ça sort de garantie au bout de 2 ans, 3 ans, c'est encore pleinement fonctionnel, mais les entreprises, ils souhaitent, rechanger leur stock, leur équipement pour avoir des produits toujours neufs, toujours sous garantie. Nous, on rachète ces produits-là et on les reconditionne, on les revalorise, on les remet à neuf et c'est revendu aux particuliers et aux entreprises. Donc, on se trouve à donner une deuxième vie au matériel informatique. En fait, si on fait un bref historique un peu de l'histoire d'Ordiver, ça s'est fait en 3 temps. Entre 2010 et 2015, on peut appeler ça, si on veut, la naissance de l'entreprise. Ça a été fondé en 2010. En 2013, les gens connaissent un peu le nom Ordiver parce que ça a passé dans l'œil du dragon. Donc, ça a été un bon kick-off là, pour le nom d'Ordiver. Nous, on a racheté ça en 2015. Suite au rachat, on a eu une stratégie qui était vraiment une course à la croissance. Donc, de 2016 à 2019, il y a eu une refonte complète du modèle d'affaires qui était basé avant tout sur une boutique. Et nous, on s'est dit non, Ordiver, c'est pas une boutique. Ordiver, c'est un brand, c'est une marque. Donc, on s'est mis à ouvrir des nouvelles boutiques, des nouvelles succursales et on a lancé tout notre réseau de distribution. Donc, des revendeurs qui revendent les produits revalorisés Ordiver. Donc, ici, le siège social à Trois-Rivières, oui, c'est une petite boutique, mais c'est avant tout une usine de production où on produit à peu près 500 ordinateurs par semaine. Euh, à partir de 2019, on a fait un réalignement stratégique. Donc, on avait établi la marque. La stratégie était maintenant un peu plus une stratégie de consolidation. Donc, je me suis mis à vendre nos magasins corporatifs pour développer un modèle franchisé. Donc, ça a passé de magasins corpo à des franchises, des propriétaires opérants. C'est toujours meilleur un propriétaire opérant qu'un gérant. Donc, les gens sont devenus, tout d'un coup, sont passés de mes gérants à des propriétaires d'entreprises et leurs magasins se sont mis à être beaucoup plus rentables. Donc, pour eux, c'était correct. Et pour nous, ben, ça nous faisait des franchises et un peu moins de pression au niveau financier que d'opérer des magasins en soi. Ce qui nous a permis de lancer une division vraiment de services corporatifs. Donc, on offre maintenant du service aux entreprises spécialisées avec le matériel revalorisé. Donc, partout au Québec, des firmes conseils en informatique, il y en a plein, mais des firmes conseils qui se spécialisent dans l'utilisation de matériel revalorisé, donc qui fait beaucoup économiser dans les entreprises, ben, il n'y a que nous. Et on a lancé la division Tactique Gaming et Tactique Trading, qui sont des ordinateurs là, dédiés aux day traders pour ceux qui boursicotent finalement, et Tactique Gaming pour les ordinateurs de jeu. Donc, il y a eu comme 3 phases. Maintenant, on est dans la troisième phase et c'est vraiment l'orientation qu'on prend pour les prochaines années. Au niveau des stratégies qui ont été mises en place lors de la reprise, je vous dirais qu'il était plutôt de 4 ordres. La première chose, c'était vraiment garder le personnel clé. On a acheté une entreprise, on a acheté, mais avant toute chose, on a acheté une expertise, on a acheté un savoir-faire, on a acheté quelque chose qui était intrinsèque à l'entreprise, c'est-à-dire, si on achète, je me plais toujours à dire, si on achète la bannière Saint-Hubert, ben, on ne changera pas la recette de la sauce. Hein. On va commencer par on va apprendre à savoir comment ils font la sauce, puis on verra plus tard. Donc, c'est un peu ça. Nous, la sauce, c'est le capital humain. Donc, il fallait garder notre expertise. Euh, Ensuite de ça, la chose la plus importante, c'était d'apprendre les rouages de la business. Pour nous, on ne venait pas du tout, ni moi ni mon équipe de repreneurs, ben, je ne l'ai pas fait seul, mais on ne venait pas de l'industrie. Donc, c'est important là, de prendre le temps de se mettre les mains dans la poutine pour apprendre vraiment comment fonctionnait l'industrie, c'était quoi la réalité de ce domaine. Et pour pouvoir aller plus loin, il fallait minimalement devenir un peu expert dans notre domaine. Ensuite de ça, ce qui était primordial pour moi à l'époque, c'était de marquer le pas avec des gestes significatifs. C'est-à-dire, il fallait créer une coupure entre le avant et le après notre achat. Pour nous, c'était important. Pour la simple et bonne raison que la culture dans laquelle on s'est ramassé une fois qu'on a acheté l'entreprise, c'était peut-être pas une culture qui était axée sur la performance et ayant des objectifs là, de croissance et de grandeur pour l'entreprise, pour nous, c'est important de poser plusieurs gestes significatifs afin que tout le monde comprenne autant la clientèle que le personnel en place, comme quoi, ben écoute, c'était comme ça que ça fonctionnait avant.
C'était correct. Maintenant, considérant les nouveaux objectifs, on change un peu la donne. Donc, il fallait poser quelques gestes significatifs. Et le plus important, je pense, c'était de créer dans l'entreprise, puis dans la tête des gens qui composent l'entreprise, un état d'esprit visant à embrasser le changement. Donc, on savait la direction dans laquelle on s'en allait, mais on ne savait pas jusqu'où on irait, on ne savait pas quel détour on ferait en chemin. Donc, c'est de dire aux gens, écoutez, mettez-vous dans une position, il faut toujours être dans une position inconfortable, puis dans une position où on est prêt à prendre le prochain changement. Et ça a été très, très, très important. C'est ce qui a permis, je pense, à Ordiver de saisir toutes les opportunités qui se sont présentées dans les dernières années, finalement. Ben, la première chose, c'était clair, c'était de monter une équipe de gens qui étaient prêts à s'impliquer dans toutes les phases de la reprise. Parce que c'était pas évident, c'est un nouvel univers pour nous. Donc, il fallait s'entourer de gens qui avaient le même mindset que nous, qui étaient prêts vraiment à s'impliquer. Moi, je me plais à comparer ça au football. Moi, j'avais besoin de porteurs de ballon, des gens qui se mettent le ballon en dessous du bras puis qui foncent dans le tas pour courir diverges. C'est plus difficile à avoir dans notre équipe. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent être receveurs de passes. Ils vont dans la zone début, ils lèvent les bras dans les airs puis ils attendent le ballon. Mais l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment d'abord et avant tout une équipe composée de porteurs de ballon. Donc ça a été l'enjeu capital, le premier défi, ça a été vraiment de bâtir l'équipe morceau par morceau dans chacune de nos divisions de gens qui voulaient porter les ballons. Ensuite de ça, un défi auquel on a été confronté, ça a été vraiment la transition avec le vendeur. Ça n'a pas été de tout repos. Puis ceux qui fouillent un peu, ils s'en rendent compte rapidement. Ça a même fini en cours contre la personne qui nous avait vendu Ordiver, puisqu'il a décidé de faire des mauvais choix au niveau de nous concurrencer alors qu'on avait des ententes de non-concurrence, ce genre de choses-là. Donc ça a été tout un challenge. Ça a été tout un challenge avec la personne de qui on avait acheté, qui devait initialement rester dans l'entreprise. Et malheureusement, 2 semaines après notre arrivée, il a choisi de nous vendre entièrement ses parts, de ne pas rester dans l'entreprise, alors que le plan initial, il devait rester dans l'entreprise. Donc, vous comprenez que quand l'expertise est supposée de rester à bord pendant quelques années, le temps de faire la transition, puis que 2 semaines après, l'expertise fait ses boîtes puis s'en va, on avait intérêt à ramer rapidement. L'autre chose qui a été un gros défi, c'était vraiment de changer la culture de l'entreprise. Tu sais, l'ancien propriétaire, dans le fond, l'ancien fondateur, lui, il arrivait ici vers 10h30, 11h le matin. Nous, on arrivait à 7h15 au bureau, puis on avait déjà 2 cafés de prix. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui étaient dans les anciennes habitudes, dans les anciennes pantoufles. Ça a été difficile de changer cette culture-là vers une culture de performance et une culture d'effort. Euh, Évidemment, un des défis majeurs, ça a été d'accepter de vivre avec les erreurs du passé. La personne qui était là avant nous, ben, elle ne faisait pas les choses comme nous, avec ses qualités, avec ses défauts. Et quand on reprend en entreprise, ben, on reprend l'historique, on reprend le passé. Puis, un, il faut faire la paix avec ça. Et deux, faut être capable d'en tirer le meilleur parti. Et c'est pas toujours facile. Des fois, on est associé à des tractations des politicailleries du passé, des clients qui disent moi je veux jamais faire affaire avec ton entreprise parce qu'il s'est passé tel truc. Je dis oui mais ça c'était avant nous là. Ah non non non. Et si on est confronté à ça, donc ça demande beaucoup d'efforts hein, pour aller rechercher tranquillement client par client. Ça c'était à faire. Et clairement qu'il y avait un défi financier. Pour la simple et bonne raison qu'en tant que repreneur, on est arrivé ici. C'était une belle business, mais notre plan de croissance, stratégiquement, notre plan de croissance était visiblement trop ambitieux pour les banques. Ils n'ont juste pas cru. Donc, ça a été assez difficile de se faire financer. Il a fallu qu'on injecte beaucoup de notre propre capital. Il a fallu aller chercher un partenaire financier externe pour nous aider à injecter des fonds pour être capable de se faire suivre par les banques finalement après coup. Mais il y avait un gros enjeu financier parce que les plans futurs n'avaient pas de commune mesure avec le passé. Donc, évidemment, les banques étaient frileux. Ça a été ça les gros défis là, lors de la reprise, si on veut, d'Ordiver. Ça m'a bien fait rire parce que quand j'ai reçu le plan de cette entrevue, euh,
cette question-là m'a forcé à réflexion. C'est drôle, autant toutes les autres questions, c'était pour moi des évidences. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas certain des motivations. Je pense que ça s'entrecroise. Je- clairement, il y a une question de besoin et d'accomplissement. Je pense que comme pour être un bon entrepreneur, il faut d'abord avoir une bonne conscience de qui on est, de quoi on est, de qu'est-ce qu'on est fait, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et je pense que comme entrepreneur, je suis quelqu'un qui carbure réellement l'accomplissement. J'ai besoin de réussir des trucs. J'ai besoin d'être fier de ce que j'accomplis. J'ai besoin de regarder mon payroll puis de dire, ben, écoute, je suis fier d'avoir 50 pères et mères de famille qui, le jeudi matin, quand ils se lèvent, ben, dans leur compte de banque, ben, il y a une paye qui vient d'Ordivaire. J'ai besoin de ça, ça me rend fier. Et puis ça, c'est peut-être un peu d'orgueil, oui, oui, probablement. Peut-être que ça vient un peu de l'orgueil, mais pour moi, c'est important. L'autre chose, c'est clair qu'il y a des. Je ne travaille pas 100 heures par semaine sans avoir des intérêts financiers en tête. Je vous dirais que depuis 2015, les 3 ou 4 premières années, les intérêts financiers, finalement, ont passé après beaucoup de choses. L'argent était tout mis dans la croissance entreprise. Donc, depuis l'année passée, disons que ça s'est déjà amélioré. Mais il y a une question de potentiel financier qu'il y a avec l'entreprise. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de reprendre cette entreprise-là parce que j'y voyais un potentiel. Et l'autre chose, pour ce qui est de Ordivaire à proprement dit, il y avait la possibilité avec Ordivaire de joindre, dans le fond, le côté business et le côté environnemental. Ce qui fait en sorte que, en plus de faire des bonnes affaires, on pouvait poser des bonnes actions pour la planète, finalement. Puis ça, je sais, j'ai 38 ans, je regarde ma fille, elle en a 10. Je me dis, qu'est-ce que je vais y laisser? Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme société? Et le fait de pouvoir contribuer à notre façon, dans le fond, à faire une planète meilleure, ben oui, c'est motivant, c'est stimulant. Puis c'est une des raisons pour lesquelles tous les matins, on se lève, on s'en vient au bureau. Ben, je vous dirais qu'à posteriori, je pense que je referais la même chose aujourd'hui de reprendre Ordivaire. Tu sais, je veux dire, des fois, on dit, tu le regrettes-tu, tu le regrettes-tu pas? Non, d'aucune façon. Je referais la même chose. Je le ferais un peu différemment. C'est-à-dire que j'établirais mieux mes bases de la relation future avec le vendeur. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont survenus. On parlait un peu plus tôt dans l'entrevue des problèmes juridiques que j'ai eu avec la personne de qui on a acquis l'entreprise. Mais je pense que ces choses-là ont été l'aboutissement d'une suite de non-dits, d'une suite d'ententes mutuelles qui n'étaient pas claires, qui étaient nébuleuses, qui étaient basées sur le Hey, ça va être le fun, on va faire de grandes choses ensemble. T'sais. Mais je pense qu'il aurait peut-être fallu mieux établir ces choses-là au départ. Ça aurait évité des frustrations de part et d'autre. Ça aurait fort probablement évité que ces frustrations-là mènent de son côté à un sentiment comme si c'était fait tasser de l'entreprise, puis qu'à ce moment-là, il a décidé de nous faire compétition. Tout ça, je pense, ça a tout pris naissance dans un manque de planification de la relation future entre nous, les repreneurs, et lui, le vendeur. Donc, je ferais ça différemment. Et l'autre chose, et c'est une leçon que je vais retenir toute ma vie, puis j'invite tout le monde à en prendre note, ne vous attachez à rien. Quand on est dans une phase de reprendre une entreprise comme ça, ben, il y a des gens qui ne réussiront pas à s'adapter. Il y a des clients qui ne réussiront pas à s'adapter. Il y a des façons de faire dans l'entreprise qui ne réussiront pas à passer au travers le temps. Donc, il ne faut pas s'attacher à rien. Je pense qu'il faut s'attacher aux grandes valeurs, mais autant les ressources humaines, les ressources financières, ça va fluctuer avec le temps. Il faut être prêt à mettre de côté certaines choses puis passer au suivant. Et ça, c'est primordial. Je pense que longtemps, j'ai essayé de m'acharner à garder des gens dans l'entreprise parce qu'ils étaient là avant moi. Puis je trouvais que c'était donc important de garder l'histoire et tout ça. Mais pour me rendre compte que quand les valeurs sont plus au même endroit, ça peut juste pas fonctionner. Mais j'étais trop attaché à l'histoire, j'accordais une trop grande valeur, je pense, à cet historique-là du capital humain dans l'entreprise.
puis des gens, dans le fond, qui avaient juste pas le goût, des gens qui étaient bien dans l'ancien ordivaire, puis qui étaient malheureux dans le nouveau ordivaire, ben, tu sais, je les traînais comme un boulet. Donc, j'aurais peut-être dû rencontrer ces gens-là plus tôt pour établir justement le fait que ben, voici les nouvelles valeurs, tu n'es pas à l'aise avec ça, tu sais, pourquoi tu restes? Et chose que j'ai négligée, c'est mon erreur, je l'ai négligé trop longtemps et tout ce qui traîne se salit, donc ça s'est envenimé avec le temps. Et il y a peut-être des gens qui ont quitté puis que ça aurait pu mieux finir. Il y a peut-être des gens qui, si on avait attaqué ça de front, seraient peut-être restés. Donc, c'est ça. Je dirais mieux établir nos attentes entre le repreneur et le vendeur, puis s'assurer d'être prêt à laisser passer, à laisser couler des choses euh, pour un futur meilleur. Je pense que c'est les deux leçons que j'ai retenues de mon expérience.